17h, la bourse en temps réel. Grégory Volokin avec nous en duplex depuis New York, le président de Mescard Financial Services. Grégory, les constats immédiats des réactions de marché à ce développement de ce virus en Asie, puisque c'est quand même le focus de très court terme, le focus immédiat de l'ensemble des investisseurs de la planète. Grégory, qu'est-ce qu'on peut dire d'une telle situation quand on est investisseur ? La première chose à dire, c'est qu'il ne faut absolument rien faire parce que on connaît historiquement que les réactions épidermiques à ce genre de situation au niveau des investissements ne font que des dégâts. Donc l'investisseur qui aujourd'hui va vendre les compagnies aériennes, les compagnies de croisière et Kering et LVMH, je pense qu'il n'a pas vraiment la tête sur les épaules. Par contre, le trader qui veut essayer de profiter d'un petit mouvement de baisse sur des secteurs, évidemment, il joue le rôle du trader et il pousse ses actions à la baisse. Non, je pense qu'il faut être sérieux. 6 morts à cause du coronavirus, c'est, je pense, moins que les accidents de la rue un week-end dans Manhattan. Évidemment, vous allez me dire que ça pourrait s'étendre, mais arrêtons peut-être le catastrophisme. Et je dirais, je n'ai jamais vraiment été un grand supporter de Donald Trump, mais c'est vrai que c'est trop facile de devenir à ce niveau-là un oiseau de mauvais augure et le catastrophisme est jamais une très bonne inspiration, en tout cas pour un investisseur. Bon, des réactions sans grande rationalité, donc on va dire, peut-être de la part des investisseurs, peut-être de la part des algorithmes également, qui sont de plus en plus importants dans ces marchés quand on regarde effectivement des titres dans le luxe ou encore dans le tourisme au sens large. On suit quand même cette situation. Effectivement, on parle de 6 morts officiels pour l'instant et de quelques centaines de personnes qui ont été contaminées par ce nouveau coronavirus. Donald Trump à Davos, évidemment, Grégory, alors c'est intéressant. Moi, je note que quand même son discours était un discours très national, très américano-américain, alors qu'on est quand même sur un forum global, le World Economic Forum. Il s'inscrivait absolument pas dans quelque chose de très global en termes d'enjeux économiques ou autres. Et puis, il y a quand même peut-être un commentaire à faire sur la taxe GAFA, qui est toujours un point de crispation important entre les États-Unis et la France. Pourquoi est-ce que Donald Trump est prêt à poursuivre la négociation à ce sujet aujourd'hui avec Paris ? Oui, pour la première remarque que vous faites, qui est absolument vraie, il a parlé pendant une demi-heure devant des chefs d'État, devant des représentants des plus grandes compagnies au monde, et en gros, il n'a parlé que des États-Unis. Il l'a pas fait d'une façon innocente. Pourquoi il ne parle que des États-Unis ? C'est une raison assez simple, c'est parce qu'en parlant des États-Unis, il n'a que des choses positives à dire puisqu'il parle de l'économie américaine et que ce qu'il veut vraiment maintenant projeter, c'est l'image d'un président fort dans une économie forte, alors qu'à partir de ce matin, il va être jugé par le Sénat dans la procédure d'impeachment. Donc là, c'est une démonstration de force. Et puis l'autre chose, c'est certain qu'il n'allait pas prendre à son compte l'agenda de Davos, qui est le réchauffement climatique. C'est absolument pas dans les cordes d'un Donald Trump. Donc c'était totalement normal qu'il ne parle que des États-Unis et donc de l'économie américaine. Pour répondre à votre deuxième question, il faut quand même dire les choses comme elles le sont. Les Français ont suspendu la taxe GAFA qu'ils avaient commencé à charger aux compagnies américaines. Donc les Français, en gros, ont reculé vis-à-vis des menaces de Donald Trump. Est-ce qu'ils ont raison de le faire ? Oui, absolument, ils ont raison. Il faut négocier. Ça ne sert strictement à rien d'entraîner dans la tourmente les producteurs de vin ou les agriculteurs ou les exportateurs de produits de luxe français, alors qu'on sait très bien qu'une grande partie de ces menaces, c'est une fois de plus Donald Trump qui essaye justement de marquer des points à la fois électoralement et vis-à-vis, je dirais, de ses supporters. Donc oui, on a raison, ou les Français ont raison de suspendre ces taxes. Espérons que durant l'année, l'Europe arrivera à une vue commune vis-à-vis des GAFA et comment les taxer s'ils le font. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on est sorti de l'auberge, parce qu'en fait, si c'est l'Europe qui adopte une situation ou des règlements de tarification assez durs vis-à-vis des GAFA, Trump reviendra de nouveau avec des menaces. Et ça sera peut-être pas seulement le vin, cette fois, ça sera les automobiles, etc.
Ouais, dans les deux cas, il y gagne, quoi. C'est-à-dire que soit l'Europe ou l'OCDE n'arrivent pas à se mettre d'accord pour mettre en place cette taxe et c'est tout bon pour Trump, soit l'Europe met en place cette taxe et c'est là un boulevard pour Donald Trump pour se permettre de taxer les produits européens. Bon, on verra où mène cette négociation. En tout cas, les discussions se poursuivent avec l'idée qu'il y a quand même une sorte de trêve qui a été négociée entre Donald Trump et Emmanuel Macron sur ce sujet. Du côté des entreprises américaines, Grégory, on a des nouvelles de Boeing. Alors je crois que l'information n'est pas officiellement confirmée, mais Boeing est en train de chercher de l'argent frais auprès des banques pour faire face au coût d'immobilisation du 737 MAX. On ne parle pas de petits montants, hein, on parle de 10 milliards de dollars quand même, Grégory. Oui, mais ces 10 milliards de dollars, ils pourraient être dépensés extrêmement vite. Parce que d'une certaine façon, on sait déjà que Boeing va devoir prendre une charge comptable au moins de 5 milliards de dollars, mais il y a un autre problème. Boeing paye des dividendes à ses actionnaires. Et un grand nombre d'actionnaires qui investissent dans ce genre d'actions investissent justement pour toucher ces dividendes. Or, le dividende de Boeing, c'est 1 milliard de dollars versés aux actionnaires par trimestre. Faites le calcul, ça fait quoi? Ça fait 4 milliards par année, ça fait 8 milliards juste pour le dividende de Boeing en 2 ans. Donc 8 milliards de cash qui vont sortir en 2 ans pour le dividende, 1 milliard de pertes, c'est estimé par mois à cause de l'immobilisation des 737, plus peut-être 5 milliards de dollars de charges qu'ils vont devoir prendre à cause de ce 737. Les finances de Boeing, quoi qu'on dise, ne sont pas peut-être aussi solides qu'on le croirait. En tout cas, Boeing a besoin d'un coussin, non seulement pour ses activités, mais je dirais aussi pour pouvoir retenir ses actionnaires qui comptent sur le dividende. Bon, et puis l'actualité des entreprises avec les résultats évidemment. Alors on aura ce soir IBM et Netflix, je crois également. Donc on en parlera demain avec vous, Grégory. Netflix, un titre qui ne fait plus rien depuis 1 an, avec une pression concurrentielle qui s'est renforcée. Notez au passage que Disney communiquait aujourd'hui sur le lancement avancé de sa plateforme Disney+ en Europe de l'Ouest, hein, avancé d'1 semaine. Donc c'est pas non plus un changement majeur pour le lancement de Disney+ en Europe, mais la date a été fixée avancée au 24 mars. Non, je voulais qu'on dise peut-être un mot de Amazon. Alors c'était dans la presse américaine ces dernières heures, je crois, Grégory. Amazon veut nous proposer demain de payer avec nos mains. Oui, enfin d'une certaine façon, on utilise toujours ses mains, sauf qu'au lieu d'introduire une carte de crédit dans le lecteur de carte de crédit, on fera juste un signe vis-à-vis d'un lecteur. Ça sera même pas un contact digital avec l'empreinte digitale, ça sera ce lecteur qui va lire votre paume, la paume de votre main, et qui va vous identifier de cette façon. C'est peut-être pas une si mauvaise idée, et en tout cas, je crois pas que ça amène beaucoup de risques à un niveau qui est très important, je dirais, pour les réseaux sociaux, qui est le niveau de la conservation des données et, je dirais, le niveau de la protection de la personnalité. Par contre, Facebook est face à quelque chose de beaucoup plus grave parce qu'ils veulent, eux, introduire la reconnaissance faciale. Et là, je dirais, reconnaissance faciale, ça va être peut-être le grand sujet ces prochaines années, car en fait, oui, on peut comme ça alors surveiller des populations entières, comme les Chinois le font avec leur minorité ouïghour. Et là, on a peut-être une intrusion dans la vie privée beaucoup plus forte que juste avec la reconnaissance de la paume d'une main pour effectuer un paiement. Donc c'est 2 choses différentes, mais je crois que c'est 2 directions dans lesquelles il faut vraiment voir que l'on va, et l'une deviendra exploitée sûrement assez rapidement. Oui, c'est intéressant ce sujet de la reconnaissance faciale, Grégory, parce qu'on voit les grands groupes technologiques américains qui sont obligés finalement de se positionner par rapport à cette technologie qui existe, bien sûr. Alors l'Europe est très réticente à autoriser cette technologie dans les lieux publics. Je crois de ce point de vue-là que le patron d'Alphabet, Google, est plutôt un supporter de l'initiative européenne. À l'inverse, d'autres groupes technologiques américains recommandent de ne pas trop freiner cette technologie non plus. Hein. Écoute, je dirais, il y a 2 choses. Il y a le côté éthique, et tout le monde, évidemment, au niveau éthique, a énormément de problèmes.
Et puis, il y a le côté business as usual. Et quand vous parlez des grands groupes américains ou autres qui sont dans ce secteur technologique, évidemment, pour eux, le business, c'est de gagner de l'argent. Et s'ils peuvent gagner de l'argent avec des solutions de reconnaissance faciale, ils se soucieront pas plus que vous et moi, et sûrement beaucoup moins que vous et moi, justement, du côté éthique des problèmes qui pourraient arriver à ce niveau-là. Donc, je dirais, on risque d'avoir des solutions, et j'en vois déjà même dans les aéroports américains, par exemple Delta Airlines propose déjà l'embarquement sans carte d'embarquement, uniquement par reconnaissance faciale, sans contact avec, par exemple, votre empreinte digitale. Donc on risque d'arriver assez vite à des solutions technologiques, alors que l'éthique n'aura pas encore dit son mot, je dirais. Merci beaucoup Grégory. Merci pour votre contribution quotidienne à Intégral Bourse depuis New York. Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services en duplex avec nous chaque après-midi.